Quand ma sœur m'a annoncé que personne ne viendrait à mon mariage, j'ai réagi en annulant le voyage de luxe en Europe que je leur avais offert. Leurs messages paniqués ont immédiatement envahi mon téléphone. Cela s'est passé 2 soirs avant mon mariage, même pas 48 heures avant que je ne doive me tenir sous le ciel d'automne dans le vignoble dont ma fiancée et moi étions tombés amoureux lors d'un road trip impromptu et dire « oui ». Mais au lieu de la joie ou des papillons dans le ventre, j'étais assis à l'arrière d'un dîner de répétition faiblement éclairé, fixant mon téléphone, complètement engourdi. Je m'appelle Charles. J'ai 32 ans et je viens d'une famille qui a toujours été compliquée. Vous savez, ces familles qui ont l'air parfaites sur les photos, toujours coordonnées pendant les fêtes, souriantes au barbecue, polies à l'excès quand il y a des invités, mais quand la porte se ferme, les griffes sortent. C'est la mienne. Et pour une raison quelconque, je semble toujours être le souffre-douleur du groupe de discussion. J'étais l'enfant du milieu de 3. Ma sœur aînée, Mathilde, était la chouchoute de la famille dès le départ, capitaine des Pom-Pom Girls, reine du bal de promo, excellente élève, tout ce que vous voulez. Elle ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents, même quand elle a abandonné l'université après 2 semestres pour épouser un certain Bastien qu'elle avait rencontré lors d'un festival de musique. Mon jeune frère Théo était le petit dernier et il le traitait comme un œuf fragile enveloppé de papier bulle. Moi, j'étais celui qui rendait toujours les choses compliquées. Calme, introverti, le genre de gamin qui préférait rester dans sa chambre à bricoler du code ou à lire plutôt que de jouer au ballon dans le jardin. Mes parents disaient que je me prenais trop la tête et que je prenais les choses trop personnellement. Mathilde m'a un jour traité d'émotionnellement fragile pendant un dîner de Noël après que je n'ai pas ri d'une blague qu'elle avait faite sur mes anciennes cicatrices d'acné. Tout le monde a ri avec elle. Je n'ai pas pu manger une bouchée de plus ce jour-là. Pourtant, je ne les ai pas coupées. Je m'accrochais toujours à cette croyance insensée que si je donnais plus, que si je prouvais plus, ils commenceraient à me voir pour qui j'étais vraiment. Que peut-être un jour ils seraient fiers. Alors, quand j'ai fondé ma propre entreprise à 27 ans, une société de développement d'applications mobiles qui a décollé plus vite que je ne l'avais jamais imaginé, j'ai gardé la plupart de cela pour moi. Je ne voulais pas être la cible de la jalousie ou de la moquerie. J'ai juste tranquillement bâti ma vie. Et quand j'ai rencontré Laura, ma désormais fiancée, c'était comme si enfin quelqu'un me voyait vraiment. Elle était gentille, terre à accent grave-terre, incroyablement intelligente, et elle me faisait sentir que je comptais. Elle ne se souciait pas du succès ostentatoire ou du nombre de zéros sur mon compte en banque. Elle se souciait de la façon dont je traitais le barista, de la façon dont je parlais de ma journée, de la façon dont je m'illuminais quand je partageais un souvenir d'enfance qui n'était pas douloureux. J'ai demandé sa main après 2 ans. Elle a dit oui, souriant à travers ses larmes. J'aurais dû savoir alors que ma famille trouverait un moyen de tout gâcher. Le premier signal d'alarme est apparu quelques mois après le début des préparatifs. Laura et moi payons toutes les dépenses. Nous avons choisi d'avoir un mariage modeste de moins de 100 invités en extérieur, avec un traiteur d'un restaurant de la ferme à l'assiette que nous aimions. J'ai contacté mes parents, Mathilde et Théo, individuellement pour parler de la logistique, espérant qu'ils seraient de soutien. Mes parents étaient étrangement indifférents, donnant des réponses vagues comme « nous verrons si nous pouvons nous libérer », ce qui était fou étant donné que je leur avais donné la date 6 mois à l'avance. Théo m'a complètement ignoré. Et Mathilde, eh bien, Mathilde a dit, ce week-end est en fait super gênant. Bastien a une partie de pêche avec ses copains, mais j'essaierai de passer si je peux trouver une robe assez jolie à la dernière minute. C'est ce qu'elle a dit, mot pour mot. Pourtant, j'ai gardé mon calme. J'ai dit à Laura qu'ils étaient probablement juste eux-mêmes et de ne pas le prendre personnellement. Mais au fond, quelque chose avait changé. Et puis est venu l'incident du groupe de discussion familiale. Quelques semaines avant le mariage, Laura a envoyé un petit message mignon de rappel dans notre fil de discussion familiale, juste un compte à rebours léger avec une photo du lieu et une note disant « Impatient de célébrer avec vous tous ». Elle a même ajouté un emoji champagne. Personne n'a répondu, pas même un pouce levé. Le message est resté là, non lu par mon frère, ignoré par mes parents, et pire encore, vu mais non touché par Mathilde. Cette nuit-là, Laura a discrètement supprimé le message du chat. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste blottie contre moi sur le canapé et a dit « Ce n'est pas grave, ce sera quand même une belle journée ». Je voulais la croire. Alors, j'ai redoublé d'efforts. J'ai fait un dernier essai pour qu'ils se sentent inclus, même enthousiastes.
Peut-être que je courais toujours après le fantasme d'une famille qui me célébrait. Je ne les ai pas seulement invités. J'ai mis le paquet. J'ai réservé une semaine entière de vacances en Europe pour eux, prévu un mois après le mariage. Tous frais payés, vol, hôtel, visites touristiques, tout. Ce n'était pas une lune de miel pour Laura et moi. C'était juste pour eux, mon cadeau pour montrer que je ne leur en voulais pas, que je voulais partager ce nouveau chapitre de ma vie. Je ne leur ai pas dit tout de suite. Je le gardais en surprise pour le dîner de répétition. Mais le dîner de répétition n'a jamais vraiment ressemblé à une célébration. Mes parents ne sont pas venus. Les vols étaient trop chers, ont-ils dit, même s'ils n'étaient qu'à 2 heures de route. Théo n'a même pas répondu. Et Mathilde? Mathilde est arrivée à mi-chemin du dîner dans une robe blanche. Oui, blanche. Le visage de Laura en disait long, mais elle n'a pas fait de scène. Mathilde est, comme si elle était l'invitée d'honneur, a donné à Bastien un baiser dramatique sur la joue et a continué à dominer la conversation avec des histoires sur sa dernière collaboration d'influenceur, quoi que cela signifie. Elle n'a pas posé une seule question sur le mariage. Pas une seule. Et puis, 2 jours avant le grand jour, j'ai reçu le SMS. J'ai aidé Laura à organiser les marque-places quand mon téléphone a vibré. C'était de Mathilde. Court, direct, sans salutation, personne ne viendra à ton mariage. Nous avons tous décidé que tu ne valais pas le déplacement. Je l'ai fixé. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Je sentais le regard de Laura sur moi, attendant que je le lise à voix haute. Mais je n'y arrivais pas. Je lui ai juste tendu le téléphone. Elle l'a lu, a cligné des yeux, puis a demandé, tous? J'ai hoché la tête. C'était tout. Pas d'explication, pas d'excuse, rien. Juste cette phrase. Pendant 1 minute, je n'ai même pas ressenti de la peine. Je me suis senti vide, comme si j'avais enfin atteint la fin de quelque chose auquel je m'étais accroché depuis bien trop longtemps. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau avec des mains tremblantes, et je me suis juste assis à la table en silence tandis que Laura venait derrière moi et posait son menton sur mon épaule. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Ce message avait brisé toutes les illusions auxquelles je m'accrochais encore. Mais ce n'est pas la fin. Parce que ce que Mathilde ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 3 heures seulement avant qu'elle n'envoie ce message, j'avais enfin fini de confirmer les détails de ces vacances européennes que j'avais réservées pour eux tous, un complexe hôtelier de luxe. Une visite privée en Toscane, des dégustations de vin et des journées au spa. Tout était réglé sous mon nom, mon compte, ma carte. Je l'avais planifié pendant des mois, parlant à des agents de voyage, coordonnant les vols, préparant une expérience qui aurait été le voyage d'une vie. J'allais leur offrir cela comme une surprise post-mariage, ma façon de dire merci d'être là. Alors, quand Mathilde a envoyé ce message, je me suis juste assis là, souriant d'incrédulité. Pas de colère, pas même de tristesse, juste ce calme étrange. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'application de voyage et appuyé sur le bouton d'annulation de la réservation. Ensuite, j'ai passé un dernier appel au directeur du complexe hôtelier en Italie. Je lui ai expliqué la situation, lui ai demandé d'envoyer des emails de confirmation à tous les clients, leur faisant savoir que leur réservation avait été annulée en raison d'un problème de paiement. Le directeur, un homme poli nommé Marco, a dit « Bien sûr, monsieur. Ce sera fait dans l'heure. » Et puis j'ai attendu, car si je connais bien ma famille, c'est qu'elle ne lit jamais les petits caractères. Et il ne savait certainement pas que chaque chambre, chaque vol et chaque réservation étaient liés à moi. Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé comme un arbre de Noël. Et c'est là que les choses sont devenues très intéressantes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le découvre si tôt. Je pensais que cela prendrait quelques jours, peut-être même jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'aéroport. Mais non, c'est arrivé vite, comiquement vite. Cela a commencé par un SMS de mon père, ce qui était déjà étrange car il ne m'avait pas contacté directement depuis des mois. J'ai fixé son nom sur l'écran pendant quelques secondes avant de l'ouvrir, il y a un problème avec le complexe hôtelier. Ils viennent d'appeler pour dire que les chambres ont été annulées. C'est toi qui as fait ça? Pas de salutation. Pas de « comment vas-tu ?» Juste de la suspicion. Classique papa. Pour un homme qui avait à peine reconnu mes fiançailles et n'avait jamais demandé comment se passaient les préparatifs du mariage,
il n'avait aucun problème à envoyer un SMS accusateur dès que quelque chose n'allait pas dans son sens. Je n'ai pas répondu. Je n'en ai pas ressenti le besoin. J'ai juste regardé le silence de mon côté s'étirer comme un élastique. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Mathilde, cette fois, qu'est-ce que tu fous, Charles? Pourquoi le truc en Toscane est-il annulé? Toujours pas une question sur le mariage. Toujours pas un seul signe de reconnaissance de son message brutal d'avant. Pas d'excuses, juste de l'indignation que le cadeau qu'elle ne savait pas qu'elle allait recevoir ait été révoqué. Le sentiment d'être en droit dégoulinait de l'écran. Puis vint ma mère, peux-tu s'il te plaît t'expliquer ce qui se passe? Je pensais que c'était confirmé. Et enfin, Théo, frérot, tu te fous de nous? 4 SMS, toutes des variations du même sentiment. Confusion, irritation, zéro responsabilité. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et je suis retourné aider Laura à plier les dernières serviettes en tissu. Je me souviens à quel point c'était calme à ce moment-là. Juste le son de son fredonnement, le doux bruissement du tissu, et ce sentiment surréaliste de paix s'installant sur moi comme un brouillard. Cela n'a pas duré. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un téléphone qui vibrait si fort qu'il avait glissé de la table de nuit. J'ai tendu le bras, ensommeillé, je l'ai rebranché et je l'ai rallumé. 33 messages non lus, 6 appels manqués de ma mère, 3 messages vocaux de Mathilde, et un groupe de discussion qui avait soudainement repris vie après des semaines de silence radio. Ils étaient furieux. Apparemment, Mathilde avait partagé la nouvelle des vacances dans le groupe de discussion familiale la veille au soir, après que j'ai tout annulé. Elle n'avait pas réalisé que ce n'était plus actif. Elle avait envoyé un message exubérant du genre « Charles vient de nous offrir le cadeau le plus dingue pour la famille. Voyage tout compris en Toscane le mois prochain. Je suppose qu'il n'est pas si bizarre après tout. » Je ne l'ai pas vu, mais Hélène, une amie de Laura, qui était toujours dans le groupe de discussion pour une raison quelconque, m'a fait une capture d'écran de tout. Mathilde a posté ça à 18h12. À 18h37, quelqu'un a posté une capture d'écran de l'email d'annulation. « Cher Monsieur Thompson, nous avons le regret de vous informer que votre prochaine réservation a été annulée en raison d'un changement d'autorisation de paiement. » Le chaos. Mon père a accusé Mathilde de s'être précipitée. Ma mère a demandé si c'était une blague. Théo a dit que j'allais toujours trop loin. Mathilde. Oh, elle est devenue nucléaire. Elle a posté des captures d'écran de nos messages privés. Oui, ma sœur m'a diffamé dans notre propre groupe de discussion familiale, montrant que j'avais vu son message, pas de déplacement, et que je n'avais pas répondu. Elle a suivi cela par « Alors, tu vas sérieusement annuler tout un voyage en famille juste parce que je t'ai dit la vérité ?» C'est pathétique, Charles. Et cela, c'était le point de rupture. Pas la partie où ils ne sont pas venus à mon mariage. Pas la partie où ils ont ignoré les doux messages de Laura. Pas la partie où ils m'ont humilié au dîner ou quand Mathilde a porté une robe blanche comme si elle se moquait de tout. Non, le point de rupture, c'était qu'après tout, après le silence, les affronts, la négligence émotionnelle pure et simple, ils pensaient toujours que je leur devais quelque chose. Que j'étais pathétique d'avoir enfin dit non. Que le problème n'était pas leur absence, leur trahison ou leur cruauté. C'était ma réaction à tout cela. Laura était assise à côté de moi sur le canapé pendant que je faisais défiler, sa main serrant la mienne comme si elle craignait que je ne jette mon téléphone par la fenêtre. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste continué à lire. J'ai continué à lire jusqu'à ce que mon estomac me fasse physiquement mal. Et puis j'ai commencé à me souvenir de toutes les petites choses. Les fêtes d'anniversaire où mon gâteau était plus petit. La fois où Mathilde a eu un nouvel iPhone pour Noël et moi des chaussettes. La façon dont mon père plaisantait devant ses amis en disant que j'étais l'introverti de la famille. Vous savez, chaque famille doit en avoir un. La fois où Théo a accidentellement abîmé ma voiture et mes parents m'ont fait m'excuser d'avoir laissé les clés dehors. Les dizaines de petits rappels au fil des ans que j'étais en quelque sorte moins bien. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé plus fort que tout. Ils ne m'ont pas seulement ignoré. Ils ne m'ont jamais réellement vu. J'avais passé 32 ans à essayer de prouver que j'étais digne de faire partie d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment voulu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas répondu aux messages. J'ai juste posé mon téléphone, j'ai regardé Laura et j'ai dit, je pense que j'en ai fini.
Elle a hoché la tête comme si elle attendait que je dise cela depuis des années. J'ai pensé que ce serait la fin, qu'il comprendrait le message, au sens propre comme au figuré, et me laisserait tranquille. Non. Cet après-midi-là, j'ai eu des messages vocaux de la famille élargie. Ma mère avait apparemment appelé ma tante Denise, qui vivait à 3 états de là et à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée, pour se plaindre que je spiralais. Denise a laissé un message vocal qui a commencé par « Salut mon chéri, c'est Tatidé. J'ai entendu dire que tu avais un petit moment difficile, et a continué en disant que la famille, c'est pour toujours et que je ne devrais pas laisser des choses insignifiantes ruiner les relations. » Des choses insignifiantes. Insignifiantes. J'ai failli éclater de rire. Mais le rire est vite mort quand j'ai reçu un message Facebook de mon cousin Romain, que je n'avais pas vu depuis son enterrement de vie de garçon en 2019. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé avec le voyage ? Ta mère a dit que tu étais dans une sorte de dispute. Dois-je annuler mes RTT ? » Je n'ai même pas répondu. J'avais été silencieux si longtemps, si accommodant, si disposé à me plier, à m'étirer et à donner sans rien demander en retour. Mais maintenant que je m'étais enfin défendu, juste une fois, avec un clic sur un bouton d'annulation, il le traitait comme si j'avais incendié tout l'arbre généalogique. Et c'est là que j'ai réalisé que peut-être j'avais fait cela. Peut-être que j'avais enfin allumé l'étincelle qu'il m'avait défié d'allumer pendant des décennies. Mais voici le problème, ce n'était même pas la vraie trahison encore. Cela est arrivé le lendemain matin. Laura et moi étions au lieu de réception pour une dernière visite avec le fleuriste et le photographe. C'était paisible. Le vignoble avait cette douce brise, le genre qui vous donne l'impression que le temps ralentit. Et je me sentais enfin un peu plus léger, jusqu'à ce que mon meilleur ami, David, s'approche, son téléphone à la main et un regard étrange sur le visage. « Tu ne vas pas aimer ça ?» a-t-il dit avant de me montrer l'écran. C'était une publication Reddit, une publication publique sur notre drame de mariage. Le nom d'utilisateur n'était pas immédiatement familier, juste un compte jetable. Mais le style d'écriture, les détails, c'était indéniable. Quelqu'un avait posté une histoire sur un marié, type de la tech, contrôleur qui avait utilisé l'argent pour manipuler sa famille et annuler tout un voyage en Europe par dépit parce que sa sœur ne pouvait pas venir à son mariage trop cher. Et le clou du spectacle, ils avaient posté des photos de moi, de Laura, de notre lieu de réception. Ils avaient flouté nos visages, mais à peine. Les commentaires étaient brutaux. Des gens me traitant d'égoïste, disant que j'étais émotionnellement immature, spéculant que j'étais une sorte de narcissique avec de l'argent et des problèmes d'abandon. Laura a jeté un œil et a haleté, « C'est ton costume. C'est notre lieu. » Nous avons tous deux su instantanément que c'était Mathilde. Personne d'autre n'aurait su autant. Personne d'autre ne m'aurait décrit avec ces mots. Elle avait toujours dit des choses comme « type de la tech » pour rabaisser ma carrière. Toujours dit que Laura était trop « normale » pour moi. Elle était la seule à avoir pris des photos au dîner de répétition. Et maintenant, 2 jours avant mon mariage, elle avait posté des choses sur nous en ligne, l'avait présentée comme si elle était la victime. M'avait dépeint comme un enfant riche et aigri faisant une crise parce que sa famille ne s'inclinait pas devant ses exigences. C'était la vraie trahison. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement privé. Maintenant, c'était public. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Pas en colère, pas même choqué, juste brisé. Laura a posé sa main sur mon dos. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je l'ai regardé, ma mâchoire serrée si fort que ça faisait mal. Et j'ai dit la seule chose que je pouvais penser, je pense qu'il est temps qu'ils apprennent ce que les conséquences signifient vraiment. Je n'ai pas dormi la nuit avant le mariage. Non pas parce que j'étais nerveux, non pas par excitation, mais parce que, quelque part entre relire la publication Reddit pour la 3e fois et écouter le message vocal de Mathilde pour la 5e, quelque chose en moi a craqué. Pas de façon explosive, de cris ou de choses jetées à travers la pièce, mais de cette manière froide et silencieuse où tout votre corps s'immobilise parce que vous réalisez enfin à quel point le couteau est allé loin. Il y a une sorte de chagrin si silencieux, si absolu, qu'il n'a pas besoin de larmes. Il vous laisse juste vide. Je me suis allongé dans le lit, la main de Laura posée sur ma poitrine, sa respiration lente et douce à côté de moi, tandis que mon esprit repassait des années de souvenirs comme une bande que je ne pouvais pas arrêter. Les fêtes d'anniversaire d'enfance où Mathilde avait accidentellement renversé mon gâteau. Les soirées de jeux en famille où j'étais toujours celui qu'on accusait de gâcher l'ambiance.
Les bulletins scolaires avec des excellentes notes qui obtenaient un hochement de tête, tandis que la note passable de Théo en géométrie lui valait un dîner de célébration. Ce n'était pas seulement la publication Reddit. Ce n'était même pas seulement l'affront du mariage ou la trahison des vacances. C'était le poids cumulé d'une vie de rejet silencieux, de moqueries subtiles et de mise à l'écart émotionnel. Et maintenant, quand j'avais tout à donner, quand j'avais construit une vie pleine d'amour, une entreprise florissante, un avenir à célébrer, ils ont quand même choisi de me rabaisser. Ils ont choisi de faire de moi le méchant de ma propre histoire. C'était la faute. La réalisation que, peu importe combien je donnais, ce ne serait jamais suffisant pour des gens qui avaient décidé il y a longtemps que je n'avais pas d'importance. Le mariage a eu lieu le lendemain matin. C'était magnifique, splendide même. Le soleil baignait le vignoble d'or. Laura ressemblait à de la poésie en mouvement, marchant dans l'allée dans une robe d'ivoire doux qui captait la lumière comme de la soie sur l'eau. Les invités, amis, collègues, familles choisies, ont applaudi et crié et essuyé leurs larmes pendant nos vœux. Il y a eu des rires, de la danse, des discours qui nous ont fait pleurer pour toutes les bonnes raisons. Pas un seul de mes parents de sang n'était là. Pas un seul. Mais pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Cela semblait intentionnel, comme si les personnes qui comptaient étaient celles qui avaient choisi de venir. Non par obligation, mais par amour. Non parce qu'elles partageaient mon ADN, mais parce qu'elles partageaient mon cœur. Pourtant, même dans cette joie, la trahison persistait. Je me suis surpris à regarder mon téléphone pendant la réception plus d'une fois, à moitié m'attendant à un autre message de ma mère ou à un nouveau commentaire passif-agressif de Mathilde ou à un fil Reddit intitulé « Mise à jour, le marié fait une crise pendant le mariage ». Mais rien n'est venu, et le silence a tout dit. Dans les jours qui ont suivi, Laura et moi nous sommes échappés dans une cabane tranquille dans les montagnes. Pas de réseau, pas de distraction, juste nous, une cheminée et de l'air frais qui semblaient pouvoir guérir les vieilles blessures. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ma famille au début. Nous avons juste existé. Nous avons fait la grasse matinée, préparé des crêpes, joué à des jeux de société et nous sommes assis sur le porche, enveloppés dans une couverture partagée, au coucher du soleil. Et lentement, j'ai recommencé à respirer. Pas le souffle superficiel et tendu que l'on prend en attendant le prochain coup émotionnel, mais le souffle profond. Celui qui remplit vos poumons et étire vos côtes et vous fait vous souvenir de ce que ça fait d'exister dans son propre corps. C'était le début de l'ascension. Pas dramatique, pas instantané, juste des pas silencieux vers moi-même. Quand nous sommes revenus de la cabane, j'ai mis en sourdine le groupe de discussion familiale, archivé les SMS, désabonné Mathilde de toutes les plateformes. Je n'ai bloqué personne. Pas encore. Cela aurait signifié leur donner trop d'espace dans ma tête. Mais j'ai fait ce que je devais faire pour créer une certaine distance. Et puis j'ai commencé à reconstruire. Pas de la manière que les gens imaginent quand ils pensent à la vengeance. Il n'y a pas eu de montage de moi allant à la salle de sport ou lançant une nouvelle entreprise ou achetant une voiture de sport. Je ne me suis pas réinventé du jour au lendemain. Ce que j'ai fait était simple, j'ai commencé à choisir la paix. J'ai rencontré mon équipe au travail et je leur ai dit que j'allais prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes. J'ai promu mon directeur technique, l'ami brillant et loyal qui était avec moi depuis le premier jour, et je lui ai donné les rênes. Je ne voulais plus vivre dans les réunions et le stress. Je voulais créer à nouveau, alors j'ai lancé un projet parallèle, quelque chose de petit, de personnel. Une application pour aider les gens à établir des limites avec leur famille. C'était moitié blague, moitié sérieux au début. Un planificateur de non-contact, numérique avec des rappels pour prendre soin de soi, des invites de journalisation guidée et même des scripts pour dire non. Laura a trouvé ça hilarant et génial. Nous avons fait un brainstorming tard dans la nuit, riant en maquettant des fonctionnalités potentielles comme le toxicomètre, évaluer le niveau de drame de votre famille aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ça décolle, mais c'est ce qui s'est passé. En quelques mois, nous avons eu des dizaines de milliers de téléchargements. Des emails ont afflué de personnes qui disaient que cela les avait aidés à s'éloigner de parents abusifs, à naviguer dans des conversations difficiles avec des frères et sœurs narcissiques ou à enfin faire la paix avec leur propre décision de couper les ponts. Cela m'a donné un but. Cela m'a donné une voix. Et cela m'a donné une communauté dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Des gens qui comprenaient, qui ne disaient pas « mais c'est ta famille » ou « tu devrais leur pardonner ». Des gens qui disaient «
tu mérites mieux. Et lentement, j'ai commencé à le croire. Laura a été mon roc à travers tout cela. Non seulement par la façon dont elle me soutenait, mais aussi par la façon dont elle n'a jamais essayé de me réparer. Elle n'offrait pas de platitudes ou n'essayait pas de rationaliser leur comportement. Elle a juste écouté, tenu ma main quand j'en avais besoin, m'a dit, tu n'es pas fou. Tu as le droit d'être blessé. Tu as le droit de les laisser partir. Et laisser partir est devenu un processus. J'ai arrêté de vérifier le chat familial. J'ai arrêté de me demander s'ils allaient un jour s'excuser. J'ai arrêté de réécrire de vieilles conversations dans ma tête, essayant de comprendre ce que j'aurais pu dire différemment pour qu'ils m'aiment comme je le méritais. J'ai même arrêté de vérifier la publication Reddit. Mais un après-midi, environ 6 semaines après le mariage, j'ai enfreint cette règle. Il pleuvait. Laura était partie faire des courses. Je venais de finir un appel avec une organisation à but non lucratif qui voulait s'associer à mon application. J'aurais dû me sentir fier, épanoui, mais j'ai ressenti cette tiraille, cette vieille blessure qui chuchotait, ils sont toujours là, à raconter leur version. Alors, j'ai ouvert Reddit. La publication était toujours en ligne, toujours en train de gagner du terrain. Mais quelque chose avait changé. Enfoui parmi les meilleurs commentaires se trouvaient de nouvelles voix, des gens qui avaient vu nos photos de mariage sur Instagram, qui connaissaient Laura et moi personnellement. Qui soulignait des incohérences dans l'histoire, elle a omis la partie où elle a envoyé un SMS à son frère pour dire que personne ne venait 2 jours avant le mariage. N'a-t-elle pas porté du blanc à son dîner de répétition? Je connais Charles. C'est l'une des personnes les plus généreuses que j'ai jamais rencontrées. Le récit était en train de changer, non pas parce que j'avais riposté, mais parce que la vérité a le don de remonter à la surface, même quand vous êtes silencieux. Cela m'a donné le dernier élan dont j'avais besoin. J'ai ouvert mes contacts, fait défiler jusqu'à « Maman », supprimé le numéro, fait de même pour Mathilde, Théo et Papa, et en les regardant disparaître de mon écran, je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me suis senti purifié, comme si j'enlevais un lourd manteau que je n'avais pas réalisé porter en pleine chaleur estivale. C'était fini. La partie de ma vie où je mendiais des miettes d'affection à des gens qui ne me voyaient jamais. Maintenant, j'avais une femme qui m'aimait farouchement. Une entreprise qui faisait une différence. Un avenir que je pouvais construire selon mes propres termes. Et surtout, j'avais la paix. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas là que l'histoire se termine. Parce qu'au moment où je pensais en avoir fini avec eux, ils sont revenus. Non pas avec des excuses, non pas avec des remords, mais avec des exigences. Et ce fut leur dernière erreur. Cela a commencé par une lettre. Pas un SMS, pas un message vocal. Une lettre postée, timbrée, livrée à ma maison dans une enveloppe blanche ordinaire sans adresse de retour. Juste mon nom complet imprimé proprement, presque poliment. Au début, j'ai cru que c'était du courrier indésirable. Mais quand je l'ai déchiré, une seule phrase d'une écriture familière en a glissé et m'a frappé comme un coup de poing dans les côtes, tu as fait ton point. Maintenant, répare les dégâts. Pas de salutations, pas d'excuses, juste ça. C'était de Mathilde. Je connaissais son écriture. Penchée, agressive, avec des boucles trop grandes sur les « i » et les « g », comme si elle essayait trop fort de la rendre féminine. J'ai fixé la lettre pendant longtemps. Je n'étais même pas en colère. J'étais fasciné, comme si je regardais quelqu'un creuser sa propre tombe au ralenti. Laura m'a trouvé assis à la table de la cuisine, lettre en main, les sourcils légèrement levés. « Laisse-moi deviner », a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur un torchon. Le fantôme de l'arrogance de Noël est passé. J'ai souri. Elle veut que je répare les dégâts. Laura a cligné des yeux. Les dégâts qu'elle a causés. Apparemment, non. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai posée sur la table. Puis, sans rien dire, je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur un dossier que je n'avais pas touché depuis la semaine avant le mariage. Il était intitulé « Contingence ». Vous voyez, voici le problème. Je ne crois pas à la vengeance pour la vengeance. Plus maintenant. J'avais déjà fait le coup mesquin. Annuler le voyage, me taire, les laisser mijoter dans les conséquences de leur propre cruauté. C'était une question d'autopréservation, d'établissement de limites, de dignité retrouvée. Mais ceci, c'était différent.
Mathilde ne voulait pas seulement le pardon. Elle voulait une remise à zéro. Elle voulait que je désécrive l'histoire. Elle voulait reprendre le contrôle. Et cela rendait les choses plus que personnelles. Cela les rendait stratégiques. Alors j'ai ouvert ce dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des enregistrements, des emails et des sauvegardes de médias sociaux. Toutes des choses que j'avais tranquillement archivées au fil des ans. Non par paranoïa, mais parce qu'une partie de moi savait que ce jour pourrait venir. Quand vous grandissez au milieu de la manipulation mentale et de l'amnésie sélective, vous apprenez à garder des preuves. Il y avait un email de Mathilde qualifiant Laura de « remplaçante jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive ». Une transcription de chat de groupe où ma mère suggérait que l'invitation de la famille de Laura à Noël rendrait les choses gênantes. Un mémo vocal que Théo m'avait accidentellement envoyé lors d'un voyage de camping où il plaisantait avec son ami que Charles n'est invité aux choses que pour que maman ne se sente pas coupable. J'avais suffisamment de preuves pour monter un dossier contre chacun d'entre eux. Mais je ne voulais pas de vengeance pour elle-même. Je voulais de la clarté. Je voulais qu'ils comprennent viscéralement que je n'étais plus le gamin silencieux dans le coin sur lequel ils pouvaient marcher. J'étais un homme avec du pouvoir, avec des ressources, avec une plateforme, et maintenant avec un plan. La première chose que j'ai faite a été d'impliquer David, mon meilleur ami, et maintenant la seule personne en dehors de Laura, qui avait vu l'ampleur de la défaillance de ma famille. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé, sirotant un café en face de moi dans notre café préféré du centre-ville. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas leur faire de mal, mais je veux qu'il leur soit impossible de continuer à réécrire l'histoire. Il a levé un sourcil. Donc, comme une bombe de vérité. Exactement. Contrôlé, précis. Pas de chaos, juste des faits. David s'est penché en arrière, un lent sourire se répandant sur son visage. D'accord, je suis partant. Au cours de la semaine suivante, nous nous sommes mis au travail. Laura m'a aidé à compiler une chronologie, non seulement des événements récents, mais une histoire complète, chaque affront, chaque trahison, chaque mensonge enregistré et daté. Nous n'avons pas embelli. Nous n'avons pas dramatisé, juste une documentation froide et dure. Pendant ce temps, David a utilisé ses contacts dans les médias. Il était rédacteur indépendant pour quelques grands sites de mode de vie et m'a aidé à proposer une histoire, pas une attaque, mais un article de fond. Nous l'avons présenté comme ce que c'est que d'être l'enfant bouc émissaire à son propre mariage. Anonyme, à la première personne, brute, honnête, le genre d'histoire qui se situe dans la zone grise entre déchirant et révélateur, non accusateur, mais inflexible. L'éditeur a adoré. Il voulait le publier sur une plateforme majeure sous un pseudonyme, avec des illustrations légères et un reportage sur la navigation dans l'éloignement familial à l'âge adulte. Ce fut la première étape. Deuxième étape, j'ai fait une mise à jour silencieuse de l'application. J'avais lancé celle sur l'établissement de limites. Nous avons ajouté une fonctionnalité appelée « registre familial ». Elle permettait aux utilisateurs de suivre les schémas de comportement historiques dans les relations familiales. Ce n'était pas pour se défouler. C'était pour la clarté. Vous pouviez enregistrer des événements, les catégoriser, négligence émotionnelle, abus verbal, manipulation mentale, et même joindre des médias. C'était sécurisé, privé, crypté. Nous l'avons lancé discrètement auprès de nos utilisateurs les plus engagés. En 48 heures, l'utilisation a explosé. Les gens étaient prêts à se dire la vérité. Et j'ai réalisé alors que ce n'était plus seulement mon histoire. C'était un schéma, une blessure générationnelle, une épidémie silencieuse de bonnes personnes écrasées sous le poids des attentes familiales et du silence forcé. La troisième étape était la plus délicate. J'ai programmé un appel Zoom avec mon comptable et mon avocat. Parce que, voyez-vous, il y a quelques années, j'avais créé un trust familial. Non pas parce que quelqu'un l'avait demandé, mais parce que j'avais un jour rêvé d'aider ma famille à construire un avenir, d'acheter une maison au bord du lac que nous pourrions tous partager, de payer les frais de scolarité des enfants de Théo, de créer un filet de sécurité. Ce trust était toujours actif, toujours intact, toujours à mon nom, mais pas pour longtemps. J'ai demandé à mon avocat de le dissoudre avant la fin du mois pour distribuer les fonds à une nouvelle fondation caritative, une fondation avec Laura et moi comme coprésidents, dédiée à aider les jeunes adultes à se remettre d'environnements familiaux toxiques, à trouver un logement. Un soutien en santé mentale et une formation professionnelle.
Ma famille ne verrait jamais un sou. Ce fut la 4e étape. À la fin de la semaine, je me sentais différent. Non pas vindicatif, non pas suffisant, juste clair. Je n'ai pas tout dit à Laura. Pas encore. Je voulais qu'elle le voie se dérouler sans porter le poids de l'attente. Mais elle savait que je préparais quelque chose. Elle pouvait le voir dans la façon dont je bougeais. Calme, délibéré, avec une sorte de détermination tranquille qu'elle n'avait jamais vue en moi auparavant. « Quoi que tu fasses », m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur le porche. « Promets-moi juste que ça ne t'assombrira pas. » J'ai embrassé le dos de sa main. Ce n'est pas une question d'obscurité. Il s'agit d'allumer les lumières. Elle a souri. Alors, allume, mon amour. L'article est sorti 2 jours plus tard. Il est devenu viral. Pas instantanément, mais régulièrement, organiquement. Le titre n'était pas accrocheur. Il était obsédant, je me suis marié sans ma famille, et c'est la première fois que je me suis senti libre. Des milliers de partages, des commentaires de personnes qui disaient que cela ressemblait à leur histoire. Des thérapeutes le citant, des vidéos TikTok le décortiquant. Ce n'était pas moi. C'était nous. Les enfants du milieu oublié, les boucs émissaires, les silencieux, les survivants. Mathilde savait que c'était moi. Bien sûr qu'elle le savait. Elle m'a envoyé un email le lendemain, pas une lettre cette fois. Un véritable email. Objet, waouh. Le corps, alors maintenant tu es une sorte de héros? Est-ce vraiment l'image que tu veux de toi? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai transféré à mon avocat. Il a répondu par une seule ligne, conformément à vos instructions précédentes, nous finaliserons la dissolution du trust d'ici vendredi. Laissez-les lire ce titre. Et je n'avais pas fini, car j'avais un dernier coup à jouer. Un dernier mouvement. Un cadeau de mariage qui était resté non ouvert dans notre chambre d'amis depuis la cérémonie. Une grande boîte enveloppée d'argent sans étiquette nominative. Je n'avais pas voulu m'en occuper avant. Quelque chose me semblait étrange, mais maintenant je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une bouteille de vin millésimée. Chère, rare, et une carte manuscrite qui disait « Félicitations. Je pensais que tu étais enfin en train de grandir après tout. Amour, maman. » Aucune mention du mariage. Aucune excuse, juste une tape condescendante dans le dos. C'est là que j'ai su que le temps du silence était terminé. Je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin de leur montrer qui j'étais devenu. Tout s'est déroulé lentement. Pas avec fracas, pas avec des cris ou des claquements de porte ou des rapports de police. Pas d'exposition virale, pas d'humiliation publique, juste un lent délitement. Une série de conséquences si bien planifiées, si calmement déployées qu'au moment où ils ont réalisé ce qui s'était passé, ils ne pouvaient même pas comprendre où tout avait commencé. Et c'était le but. Je ne voulais pas de guerre. Je voulais de la clarté. Et la clarté est la plus puissante lorsqu'elle arrive comme un lever de soleil. Subtil, indéniable et impossible à ignorer. La dissolution du trust familial fut le premier domino. Mes parents n'avaient pas su que c'était moi qui l'avais financé des années auparavant. Lors de l'une de ces courtes périodes où j'essayais de construire des ponts, j'avais mentionné que je créais quelque chose pour aider à assurer l'avenir de notre famille. Mon père avait ricané. Ma mère avait dit que cela ressemblait à l'un de mes contes de fées du monde de la tech. Ils ne l'avaient pas pris au sérieux, mais ils avaient accepté les avantages discrètement. Vous voyez, au cours des 2 dernières années, ils s'étaient habitués aux petits versements. Pas des gros, juste assez pour se sentir à l'aise. Assez pour couvrir les réparations de voitures, les impôts fonciers, quelques paiements par carte de crédit ici et là. À chaque fois, il pensait que cela venait d'un compte que Charles avait créé quand il avait commencé à gagner de l'argent. Il ne posait jamais de questions. Il supposait juste que je serais toujours là pour les tirer d'affaire. Puis un vendredi matin, cela s'est arrêté. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste une lettre officielle de mon avocat les informant que le trust avait été dissous et réaffecté. Cela a frappé mon père en premier. Il a appelé d'un nouveau numéro, pensant probablement que j'avais bloqué l'ancien. Je ne l'avais pas fait, bien que je l'ai mis en silencieux. Son message vocal était court et paniqué, « Charles, je ne sais pas ce qui se passe avec ce fonds, mais la banque dit qu'il a disparu. Est-ce une erreur?
rappelle-moi. 2 heures plus tard, un message vocal de ma mère, chérie, nous sommes confus. Nous venons de recevoir cette lettre. Pouvons-nous parler? Je suis sûr qu'il y a eu une sorte de malentendu. Mais le meilleur est venu de Mathilde. Un email intitulé « Tu fais vraiment ça ?» Elle a écrit 5 paragraphes de ce qu'elle pensait probablement être un plaidoyer sincère. Comment cela n'affectait pas seulement maman et papa, mais toute la famille. Comment Théo comptait sur cette aide avec le bébé à venir. Comment des actions comme celle-ci ne blessent pas seulement les personnes avec qui vous êtes en colère, elles blessent tout le monde. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer une dernière déclaration à chacun d'eux. Une simple page qui disait « Ce trust a été financé volontairement sans aucune obligation légale envers aucune partie. Sa dissolution était une décision personnelle. Toute communication future concernant les affaires familiales doit être adressée à la représentation légale de Charles. Veuillez respecter ses limites personnelles à l'avenir. » Ils se sont tus après cela, du moins pendant un certain temps. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées là, car au moment où le tapis financier leur était retiré, autre chose est arrivée. L'article, il circulait toujours partagé sur les médias sociaux. Et maintenant il avait un nom. Pas le mien, mais quelqu'un l'avait deviné. Un ami d'un ami de Mathilde avait apparemment découvert de qui parlait l'histoire et avait posté un commentaire sous une vidéo d'analyse TikTok, je suis presque sûr que c'est à propos de Mathilde en Californie. Son frère est un gars de la tech. Il vient de se marier. Les gens ont commencé à fouiller. Des captures d'écran ont fait surface. La publication Reddit de Mathilde, ses stories Instagram du week-end de mariage où elle mentionnait nonchalamment ne pas assister au grand jour de son frère minable. Un commentaire qu'elle avait laissé sur la publication Facebook de quelqu'un se plaignant de « frères et sœurs trop sensibles avec trop d'argent et pas assez de caractère ». Cela n'est pas devenu entièrement viral, mais c'était suffisant. Elle a perdu 2 partenariats de marque. Une entreprise de fitness l'a laissé tomber après que quelques clients aient envoyé des emails avec des préoccupations concernant sa toxicité et son harcèlement. Un podcast qu'elle animait en tant qu'invitée n'a pas renouvelé son contrat. Elle a posté une longue story sur son Instagram, texte noir sur fond rose, je veux juste dire à tous ceux qui me contactent, croyez ce que vous voulez. La vérité finit toujours par éclater. Je suis en paix. Puis elle a supprimé son compte pendant 2 semaines. Je mentirais si je disais que je n'ai rien ressenti en voyant cela. Mais ce n'était pas de la joie. C'était de la justice. Et la justice, lorsqu'elle arrive à temps, n'a pas besoin de faste. Elle a juste besoin d'être achevée. Théo, pendant ce temps, a essayé de me contacter indirectement par l'intermédiaire de David. Apparemment, il voulait clarifier les choses et repartir à zéro en tant que frère. Cela aurait eu plus de sens si cela n'avait pas été accompagné d'un message où il demandait si je pouvais l'aider avec un acompte pour sa nouvelle maison. David n'a même pas pris la peine de me le transmettre, il m'a juste dit plus tard, autour d'un verre, avec un sourcil levé, tu es d'accord que je l'ignore? J'ai hoché la tête. Mieux que d'accord. Mais le vrai coup de grâce, le coup de grâce final, est venu 6 mois plus tard. Laura et moi célébrions notre lune de miel tardive. Nous l'avions reporté pour des raisons professionnelles, mais nous avions finalement réservé le voyage de rêve. 2 semaines en Grèce, juste nous deux, déconnectés. Un matin, j'ai vérifié mes emails pour confirmer une réservation de bateau et j'ai vu un message de mon ancien réseau d'anciens élèves du lycée. Des choses ennuyeuses, pour la plupart, mais une partie a attiré mon attention, rejoignez-nous pour le panel des anciens élèves de cette année avec Charles Thompson, entrepreneur technologique et fondateur de la Fondation pour la résilience familiale. Ce nom, Fondation pour la résilience familiale. C'est ainsi que Laura et moi avions renommé le trust lorsque nous l'avions transformé en organisation à but non lucratif. L'organisation avait grandi rapidement. Entre l'application, la couverture médiatique et la vague d'intérêt des thérapeutes et des groupes de soutien, nous nous étions retrouvés au centre d'un mouvement. Nous financions des logements pour les jeunes en difficulté, fournissions une aide juridique aux personnes confrontées à des parents abusifs, et parrainions même des bourses de thérapie. Et maintenant, j'étais honoré pour cela. L'ironie était poétique. Moi, le silencieux, l'émotionnellement fragile, celui qu'il disait ne jamais être assez fort pour diriger quoi que ce soit, dirigeait maintenant une organisation qui donnait à des milliers de personnes la force de s'éloigner de systèmes familiaux toxiques. J'ai montré l'email à Laura. Elle a souri,
s'est penché et m'a chuchoté à l'oreille, « Tu as construit une nouvelle famille, une qui te mérite vraiment. » Quelques mois plus tard, nous avons acheté une maison. Pas un manoir. Pas un palais de PDG de la tech. Juste une maison chaleureuse et spacieuse avec un jardin pour le chien que nous avons finalement adopté et un bureau confortable où je gardais la lettre encadrée de ma mère, le cadeau de mariage qu'elle avait envoyé. Je la gardais non par sentimentalité, mais comme un rappel que j'avais grandi dans une maison où l'amour venait avec des conditions. Et maintenant, je vivais dans une maison où l'amour était inconditionnel. Nous n'avons jamais reparlé. Ni mes parents, ni Mathilde, ni Théo, pas une seule fois, plus de SMS, plus de messages vocaux, plus de lettres perfides par la poste. Ils savaient, ils comprenaient enfin que la porte n'était pas seulement fermée. Elle avait été verrouillée, scellée et murée avec la paix, le but et le pouvoir. Et dans le calme qui a suivi, j'ai prospéré. Parce que voici ce qu'ils n'ont jamais compris. Vous n'avez pas besoin de vengeance pour gagner. Il vous suffit de vivre une vie si bonne, si pleine, si vôtre que leur absence en devient la meilleure partie. Et la mienne l'a été. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, ce fut une carte de vœux d'un cousin éloigné qui écrivait « Ta mère te dit bonjour ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste plié la carte en deux, l'ai jetée à la poubelle et suis sorti dans le jardin où Laura riait sous les guirlandes lumineuses, un verre de vin à la main, appelant notre chien à rentrer. Elle s'est retournée, a croisé mon regard et a souri. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas perdu parce que j'avais changé. Ils m'avaient perdu parce que je n'avais finalement pas changé. Et c'était leur vraie punition.